que je suis libre uniquement à titre provisoire. Je n'ai pas été gracié car je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, donc je ne peux pas être gracié. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à être gracié. Je suis un citoyen algérien, comme 45 millions d'autres citoyens algériens, qui défend la souveraineté politique et la souveraineté économique de mon pays, et je n'accepterai jamais qu'on brade les richesses nationales du pays, que ce soit les richesses gazières, pétrolières ou en eau, à des multinationales étrangères qui exploitent nos richesses sur le dos du peuple algérien. Alors vous dites que votre sortie ne fait pas partie de la grâce présidentielle? Absolument. Ma libération est une libération provisoire. Je suis entré en prison le 4 décembre 2019 sur un coup de téléphone et je suis sorti de prison le 19 février 2021 sur un coup de téléphone. Donc cela ne fait absolument pas partie d'une grâce présidentielle. C'est une libération provisoire qui m'a été accordée parce qu'on m'a demandé le vendredi 19 février à 19 h de faire une lettre de demande de libération provisoire et j'ai fait cette lettre à l'intention du directeur de la prison de Obiosé des Chir dans la wilaya d'Al-Bayad en disant que j'ai été incarcéré de façon arbitraire et illégale depuis le 4 décembre 2019 et que j'allais porter plainte pour non-assistance à personne en danger. قريت معاهم وهما ما يبغوش خير البلاد وشوفوني مليح يا عينيا وعلى بالك ما نخاف لا من الحبس لا من الموت على بالكم باللي حلال من اي جزائري يقبض الكلاش ويقتلكم ونعاودها لكم راني في الدوار تاعي من حق اي جزائريه واي جزائري يقبض لكم الكلاش ويقتلكم واحد بالواحد. ابقوا ديمقراطيين وابقوا حضاريين. Vraiment يعطيهم الصحة. C'est une leçon de démocratie que nous donne Hong Kong. هذا مكان. Et c'est pour ça بغيت نوري لكم واش كاين هنايا في هونغ كونغ. ما فاني نتوما تدرسوا 9 شهور ما درنا فيها والو. شوفوا لي زام شوفوا. فوالا البريكة يديروا بريكة ومن بعد يحبسوا الطريق بهم هكاك لا بوليس ما تفوتش. شو لي زام ولا لا؟ فوالا سلمية سلمية بصح استراتيجية تاع الحرب. هادو ما خافوش هادو ما يخافوش من الديكتاتورية. سلمية 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 ما يخافون لا من الديكتاتورية لا من اللاكريموجين لا من الشرطة لا من العسكر والو يخافوا من ربي سبحانه وبارك. هذا وما يغنوش هنايا ما يقول لك 1 2 3 فيفا الجيري ما والو يقول لك ندافع على الحريه ما نغنيش هنايا مانيش في الصطاد. حرب سلمي حرب سلمي الله يبارك. C'est incroyable la discipline, l'organisation d'un mouvement de contestation intelligent, stratégique, civilisé. Leçon de combat pour défendre les libertés publiques. Quelle leçon! شوفوا la stratégie اللي هم دايرينها. شوفوا ما شاء الله شوفوا. La stratégie que la police arrive. Regardez-moi ça. جيت لي هنا باه تفكروا باه تبدلوا استراتيجيه تاعكم فين. حنا فاني ندرسوا باه تبدلوا استراتيجيه ان شاء الله باه الشعب الجزائري في العالم كومبلي يشكروا. Et que j'allais porter plainte pour non-assistance à personne en danger parce que pendant 50 jours, on ne m'a donné ni médicaments, ni fait une consultation auprès d'un spécialiste, ni amené dans un hôpital. C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Mes avocats préparent une plainte qui va être déposée à la Cour suprême d'Alger et au Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans les prochains jours, Inch'Allah. Alors, on a su par le biais de vos avocats et puis dernièrement par votre épouse que vous étiez malade, vous avez un cancer de prostate. Comment allez-vous aujourd'hui?
Alors pour que les Algériens comprennent ma situation, sur le plan moral, je vais extrêmement bien, car grâce au soutien de tout le peuple algérien, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger, cela m'a donné beaucoup d'énergie pour supporter ces 443 jours de détention illégale et arbitraire. Néanmoins, je souffre d'un début de cancer de la prostate, ça s'appelle l'hypertrophie prononcée de la prostate. Ça consiste en quoi? La taille normale d'une prostate est de 24 grammes et ma prostate en 50 jours est passée de 28 grammes à 41 grammes, ce qui signifie que le volume de l'hypertrophie de la prostate a progressé de 46% en 50 jours. Donc ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça va très mal. Surtout que mon dossier médical a été falsifié par la prison de Koléa. Qu'est-ce que ça veut dire, un dossier médical falsifié? Cela signifie que la prise de sang qui a été effectuée est une prise de sang non conforme. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite avec un stylo bleu. Et le taux de PSA qui a été défini, c'est-à-dire pour essayer de comprendre le niveau du cancer de la prostate, est un PSA qui ne m'appartient pas. Ça appartient à une personne dont le nom a été masqué avec un effaceur blanc. Et alhamdoulilah, après 20 jours de silence radio du directeur de la prison de Obiosé-Déchir, il a enfin daigné envoyer un comité de médecins constitué de 6 médecins, un hématologue, un oncologue, donc qui spécialise des cancers, un radiologue, une gastro-entérologue, le chef médecin de la prison de Obiosé-Déchir et un chirurgien. Et ces 6 médecins ont confirmé que mon dossier médical était falsifié. Donc, alhamdoulilah, les 3 derniers jours de la prison, le directeur a fait un travail sérieux. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours? Alors, dès dimanche, j'irai à l'hôpital de Chlef pour refaire les analyses de sang, les analyses du PSA de la prostate et rencontrer un neurologue pour voir si je dois me faire opérer ou pas. Car il faut savoir que j'ai perdu 14 kilos à cause de la maladie de la prostate. Donc je ne sais pas si vous voyez mon poignet. Je ne dors plus la nuit. Je vais 12 fois par jour aux toilettes. Je me lève 4 fois dans la nuit parce que je n'arrive plus à contrôler ma vessie. Donc c'est vrai que j'ai le sourire. Je suis un peu... Pardon. Excusez-moi. Alors, si je pleure, c'est... Pardon, c'est brûlé. Prostate, oui, qui est quand même une source d'inquiétude et de préoccupation de beaucoup de messieurs. Surtout à partir d'un certain âge. À partir d'un certain âge, au-delà de la cinquantaine, et avec toujours cette crainte, cette épée de Damoclès de dire, bon, est-ce que j'ai un cancer? Voilà. Et quand on pense à ça, les messieurs tout de suite se dire, oui, mais alors si j'ai un cancer et qu'on me traite, je vais avoir des problèmes. Bon. Voilà. Alors, l'idée, c'est quand même de la surveiller. L'idée, c'est qu'on est toujours meilleur à prévenir qu'à guérir. Ah oui. Voilà, et qu'il y a dans les outils de dépistage ou de surveillance une prise de sang que probablement un grand nombre de vos téléspectateurs connaissent et qu'on appelle le PSA. Le PSA, ça veut dire, le PSA, ça veut dire PSA, ça veut dire prostate spécifique antigène. D'accord. Bref, c'est quelque chose qui est fabriqué spécifiquement par la prostate. Un peu, on va faire une comparaison, comme le gaz d'échappement est fabriqué spécifiquement par le moteur de la voiture. Et si le moteur fonctionne plus ou moins bien, on aura plus ou moins de PSA et c'est de gaz. Et là, c'est un peu l'idée. La prostate fabrique ce PSA. C'est quelque chose que beaucoup de personnes d'un certain âge commencent à demander à leur médecin en disant faites mon PSA. Voilà. Donc c'est quoi? C'est un test? C'est une prise de sang. C'est une prise de sang qui permet d'avoir une idée de, si on pouvait dire, comment ça fonctionne. Le PSA, c'est une prise de sang qui peut être perturbée dans un certain nombre de circonstances. Et attention, vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que PSA ne veut pas dire cancer. On ne peut pas dire mon PSA augmente,
donc j'ai un cancer. Non, pas du tout. Non. Le PSA peut augmenter dans un certain nombre de circonstances. Alors, quand on vieillit, quand on prend de l'âge, forcément, entre guillemets, le moteur marche moins bien. Et là aussi, on a tout doucement un PSA qui augmente. Donc ça, c'est une cause fréquente. Et d'ailleurs, la valeur normale d'un monsieur jeune comme vous sera beaucoup plus basse que la valeur normale d'un monsieur qui aura 60 ou 70 ans. D'accord. Il y a un clinique qui reste dans la prise en charge de la prostate, la clé de voûte. C'est-à-dire les gens qui disent la prise de sang, s'il vous plaît, sans qu'on leur ait fait l'examen clinique, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et donc, quand on examine les gens et qu'on voit que la prostate est grosse, si le PSA est un peu augmenté, on peut les rassurer en disant, mais écoutez, c'est pas signe d'inquiétude, finalement, c'est corrélé. Voilà. D'accord. Dans cette analyse de cette prise de sang, que donc beaucoup de patients connaissent et lisent sur leur prise de sang, il faut savoir aussi qu'une infection parasite le PSA, ça va augmenter. On sait quand on fait une grippe, on est un peu gêné, on a des courbatures partout, cette inflammation corporelle un peu globale peut toucher aussi la prostate, peut parasiter la fabrication du PSA, qui va augmenter sur la prise de sang, on ne s'inquiète pas, et le médecin aura le réflexe de refaire un contrôle 2 ou 3 mois plus tard, et là on va voir que ça baisse, et on pourra dire, écoutez monsieur, vous voyez, on ne s'est pas inquiété, on a pris le temps de recontrôler, ça va, ne nous inquiétons pas. Est-ce qu'il arrive que le PSA permette de diagnostiquer justement le cancer? Alors ça peut mettre la puce à l'oreille, effectivement, parce que cette surveillance permet d'attirer l'attention, et là aussi pour toujours prendre des images qu'on utilise régulièrement, c'est de dire que quand vous surveillez le PSA, c'est comme si vous surveillez le lait dans une casserole, et puis si vous avez cette surveillance régulière et que vous jetez un petit coup d'œil régulier, que vous avez cette prise de sang faite une fois par an, si votre médecin l'estime justifiée, dans le cadre de vos antécédents, dans le cadre de votre âge, on est toujours dans ce cadre-là, si c'est fait une fois par an et que tout doucement on voit que le PSA augmente de façon anormale, c'est comme quand on surveille une casserole et qu'on voit que le lait augmente. Et le lait sur le feu, quand on a un coup d'œil dessus, ça évite de dire d'arriver trop tard. Donc voilà, cette prise de sang a du sens dans la surveillance de la prostate. Ce qu'il faut vraiment que les téléspectateurs retiennent, c'est que PSA ne veut pas dire cancer, PSA ne veut pas dire danger, PSA veut dire juste attention, surveillance et conseil auprès de son médecin traitant. Oui, ça c'est important parce que c'est vrai que parfois on reçoit l'analyse, on se dit oula tiens c'est quoi ce machin, c'est proche de la limite là, en fait c'est vraiment le médecin qui peut conseiller. C'est le médecin, voilà, toujours, et dans cette chronique, souvent on le dit, la clé de voûte de la prise en charge, c'est quand même le médecin traitant qui a cette capacité de faire le tri dans les informations et de proposer, quand c'est dans le bon timing, une surveillance avec certainement des conseils et toutes ces connaissances qu'on a pu partager. Là. Si je décode, en fait, on ne va pas harceler son médecin si c'est pas spécialement bon. Si le médecin estime que non, c'est pas la peine, tout va. Alors, ouais, je vous remercie parce que c'est vrai que la maladie prostatique, quelle qu'elle soit, est une maladie quand on a une prostate qui grossit parce qu'on commence à être gêné pour faire pipi par exemple, ou quand on a un cancer. Même le cancer de la prostate n'est pas une maladie à évolution rapide. Donc si le médecin traitant dit oui mais monsieur, écoutez on va attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, on va refaire une prise de sang, ne vous affolez pas parce que cette démarche elle est très fréquente et ça évite de mettre le doigt dans un engrenage d'examen, de prélèvement, de radio qui au final aurait pu être inutile. Donc voilà. Et c'est là où la notion du lait sur le feu a de la pertinence parce que voilà, quand on a cette attention, on n'est pas pris de court. Merci beaucoup Olivier Vanquet. On a su aussi que vous alliez entamer une grève de la faim hier. Alors j'ai effectivement annoncé que j'allais effectuer une grève de la faim de 29 jours pour un mois que j'ai qualifié le ramadan des libertés. Pourquoi une grève de la faim? Parce que je n'étais pas en liberté. Et la seule façon de soutenir le retour du Hirak, un Hirak professionnel, c'est-à-dire un Hirak organisé avec des leaders reconnus par l'ensemble du peuple algérien, notamment des avocats du Hirak qui ont fait un travail formidable pour venir en aide bénévolement à 300 détenus d'opinion en Algérie depuis 2 ans. Alors, la seule façon pour moi de soutenir ce Hirak, c'était d'organiser une grève de la faim que j'ai expliqué. Mais dans la mesure où j'ai été libéré hier de façon impromptue, j'ai décidé aujourd'hui de stopper ma grève de la faim parce qu'aujourd'hui, elle ne se justifie pas, mais j'appelle l'ensemble du peuple algérien à manifester pacifiquement, démocratiquement, dans le respect des lois et de façon civilisée pour que demain,
il y ait un état de droit démocratique. Car je ne peux pas laisser à mon fils qui a 20 ans un pays où on enferme les gens sur un coup de téléphone et on les libère sur un coup de téléphone. Et les 45 millions d'Algériens veulent laisser à la prochaine génération un état de droit démocratique qui protège à la fois les libertés privées et les libertés publiques. Et c'est le sens de mon appel à un hirak pacifique, civilisé, pour que dans le cadre d'un consensus, d'un accord à la fois avec le président et avec l'armée, il y ait la constitution dans un mois, c'est-à-dire le 19 mars prochain, c'est le jour de la victoire, en hommage aux accords d'Évian qui ont permis l'indépendance de l'Algérie, pour qu'il y ait la constitution d'un gouvernement de transition de la République algérienne, constitué principalement d'avocats du Hirak et de technocrates dans le domaine économique et financier pour mettre fin à la crise sociale et à la misère sociale que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est un projet politique qui doit aboutir après un mois de Hirak professionnel, avec des vrais leaders, des avocats du Hirak, et bien sûr avec l'envie d'enfin constituer un état de droit démocratique en Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier discours du chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, il fait ce qu'il peut. Mais malheureusement, c'est peu. En l'entendant, j'ai compris qu'il n'avait pas carte blanche pour gérer ce pays. Son état de santé aujourd'hui ne lui permet pas d'assumer ses fonctions de président de la République. C'est la raison pour laquelle je propose de tenir compte de cette réalité médicale et que le chef de l'État devienne un arbitre qui laisse carte blanche un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois, le temps de mettre en place des institutions démocratiques qui garantissent les libertés publiques et les libertés privées du citoyen algérien, pour que plus jamais on enferme des gens sur un coup de téléphone et pour que plus jamais on libère des gens sur un coup de téléphone. Donc je crois que la meilleure position du président de la République doit être une position d'arbitre, parce qu'on voit bien qu'il ne peut ni être sur le terrain, ni gérer le plus grand pays d'Afrique. Donc je crois que pour des raisons de stabilité, il faut respecter son mandat de président, mais que pour des raisons d'efficacité politique, d'efficacité économique, que le pouvoir légal soit transféré d'ici un mois, un gouvernement de transition de la République algérienne, pour que dans un an, il y ait à la fois des élections présidentielles, des élections législatives, et que le meilleur des candidats ou le meilleur des partis gagne à la faveur de son programme politique, économique, social et culturel, Inch'Allah. Quelle est la chose? Et c'est un message que j'envoie à l'armée algérienne. L'armée algérienne est une institution fondamentale de l'État algérien. Personne ne remet en question l'institution militaire algérienne. Et personne dans le monde entier ne remet en question l'institution militaire de façon générale. L'armée algérienne n'a pas à s'inquiéter. Elle doit, je crois, aujourd'hui, rester et inscrire ses actions dans le cadre de la légalité constitutionnelle, avec un budget garanti, comme cela est le cas au Nigeria. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a eu un accord entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Cet accord dit la chose suivante: les militaires ont un budget de 25% des réserves pétrolières. Je crois que pour rassurer l'institution militaire, pour qu'elle reste dans son rôle militaire, il est aujourd'hui important de négocier un accord comme au Nigeria, de dire à l'armée que personne ne va remettre en cause son rôle dans la Constitution, que personne ne va essayer de juger qui que ce soit, et qu'elle aura un budget garanti. Et c'est la seule façon qu'il y ait un pouvoir civil et non un pouvoir militaire. Pouvoir civil, ça ne signifie pas que les militaires vont être exclus de la Constitution algérienne. Bien au contraire, le peuple algérien respecte l'ALN. C'est grâce à l'ALN que l'Algérie a acquis l'indépendance. Mais aujourd'hui,
l'ANP, grâce à sa mission salvatrice pendant la guerre de libération, doit, je crois, se cantonner à son rôle constitutionnel, ne plus occuper l'espace médiatique comme elle le fait aujourd'hui, car ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'armée nationale populaire est de sauvegarder les frontières, et je tiens à rendre hommage à tous les soldats algériens. Je dis bien les soldats algériens, El Jounoud, qui protègent nos frontières et que personne ne montre à Ain Gzam, à Janet, à Tindouf, à Elizi, à Bachar, au Gatehom Saha. Je leur rends hommage. Mais je dis à l'état-major algérien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, profitons de ce Hirak Moubarak pour enfin établir une nouvelle constitution qui respecte l'armée algérienne, qui lui garantisse un budget défini, mais de grâce, ne faisons rien pour couper le lien historique entre l'armée et le peuple algérien, mais de grâce, pas d'instrumentalisation de l'armée à des fins politiques. Et encore une fois, personne ne remet en cause le rôle de l'armée dans la constitution algérienne. Et je crois que nous avons régressé malheureusement. Pourquoi nous avons régressé? Malheureusement, nous avons un ministre de la Justice qui s'appelle le dénommé Belkacem Zarmati, qui a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime le 31 juillet 2019 par un président par intérim qui s'appelle Abdelkader Ben Salah. Ce ministre de la Justice, que j'ai défini comme un délinquant constitutionnel, a décidé d'un mouvement de nomination de juges et de procureurs illégal. Ces juges nommés illégalement ont procédé à 300 arrestations et à 300 mandats de dépôt de détenus d'opinion de façon illégale, parmi lesquels les 90 détenus d'opinion qui ont été libérés hier, dont ma personne, mais malheureusement, il y reste encore des détenus d'opinion en Algérie. Il faut les libérer. Et si tous les détenus d'opinion ne sont pas libérés, le 26 février prochain, mes avocats, que je tiens à remercier, vont déposer une plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour détention illégale, détention arbitraire, abus de pouvoir contre le délinquant constitutionnel, le dénommé Belkacem Zarmati. C'est inadmissible pour un ministre qui connaît la loi d'avoir accepté un poste en violation des articles 102 et 104 de la Constitution algérienne. Si ce dénommé délinquant constitutionnel, Belkacem Zarmati, ne libère pas d'ici le 26 février, il aura une plainte auprès des Nations Unies et il aura aussi une plainte à partir des tribunaux espagnols. En Espagne, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. Ce dénommé Belkacem Zarmati sera jugé et sera condamné. Et le monde entier saura que ce monsieur a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime. Voilà ce que j'ai à dire sur ces prisonniers politiques et je demande le soutien de l'ensemble du peuple algérien pour demander ensemble leur libération. Car nous ne voulons pas d'une dictature en Algérie, nous nous battons pour un véritable état de droit démocratique comme Ammar Ramadan, comme le colonel Amirouche, comme Zabana, comme Al-Harbi Belmehili, comme Hassiba Belmouali, comme Jamila Bouhirat Yatiha Saha, ou la Tour Firmara, Inch'Allah. Et c'est le sens de notre combat, et c'est la raison pour laquelle j'appelle le peuple algérien à manifester pacifiquement jusqu'au 19 mars prochain, le temps que le président de la République, le temps que l'armée puisse comprendre ce message du Hirak populaire al-Moubarak et que enfin il y ait un état de droit démocratique en Algérie, Inch'Allah. السلام عليكم يا شعب الجزائر، السلام عليكم يا شعب الجزائر،
السلام عليكم يا مواطنين، والسلام عليكم الجيش الوطني، والسلام عليكم الامن الوطني الشعبي. هذه الرساله ماذا بكم بارطاجيو لي هاد لا فيديو، بارطاجيوها لي، الله يحفظكم، بارطاجيوها لي في كاع لي جروب، الله يحفظكم. يا سيد الرئيس، احتراماتنا وتقديرنا وتحياتنا ليك. واش درت لنا يا سيد الرئيس؟ واش درت لنا باش نحتفلوا 22 02 واش درت لنا باش نحتفلوا 22 تاعنا تاع الحراك اللي نحينا العصابه بهم، واش درت لنا يا سي رئيس؟ خرجت لنا واحد خبيث، خرجت لنا واحد خائن، خرجت لنا واحد مهبول. واش درت لنا باش عادي دوكاتك يسباك؟ واش درت لنا يا سيد الرئيس؟ كيفاش تخرجوا هدايا؟ كيفاش تخرجوا؟ فهموني كيفاش خرجتوه من الحبس؟ كيفاش هذا خرج من الحبس وهو يقول لك دير مرحله الانتقاليه؟ ما خرجناش، اوني با سورتي دو لوبيرج. واش درت لنا يا سيد الرئيس؟ فهمنا واش درت لنا، فهمنا يا سيد الرئيس. دوك فهمنا كيفاش راح نعيشوا. حنا كنا مهنيين، كنا الحمد لله درنا رئيس، والحمد لله بدات الجزائر الجديده، ورانا الحمد لله رانا نطوروا، رانا نتقدموا، رانا نصحوا، رانا بالعقل نسكموا البلاد، وعاود تولي عاودنا لينا حتى الصفر. واش درت لنا يا سيد الرئيس؟ واش هو يهضر هذا؟ واش هو يهضر؟ البارح برك خرج وما خرجش عفوي سينيا باش يخرج. واش درت لنا يا سيد الرئيس؟ واش هو يهضر هذا؟ واش هو يهضر المهبول؟ واش هو يقول؟ واش هو دخلوا في العسكر؟ واش دخلوا في الجيش؟ واش دخلوا في الرئيس؟ واش دخلوا في المرحله الانتقاليه؟ وين كاينه المرحله الانتقاليه؟ واش هو يهضر؟ واجبنا يا سيد الرئيس. انني حنابل ما فهمتش. انا وحدي، انا عايشه وحدي، والله راني عايشه وحدي. انا حنابل. واش صاير في البلاد؟ واش صاير في البلاد يا سيد الرئيس؟ واش درت في البلاد؟ واش دينا دعوي الشر باش انت بليتنا بيهم، بليتنا بهذا؟ واش هو حب هذا؟ واش هو حاب؟ راك كومبليس معاه، حبيتو تدخلوا الناطو، ويروح الامم المتحده يشتكي بهم بيك، يروح الامم المتحده يشتكي بزرماطي، يروح الامم المتحده يشتكي بالمدير تاع الحبس. واش راكو حابين عندنا؟ واش راكو حابين الشعب الجزائري يا سيد الرئيس؟ ويكتاش نريحو يا سيد الرئيس؟ ويكتاش تريح الجزائر؟ شوف لولادنا يا سيد الرئيس. بركات يا سيد الرئيس، توسل لك يا سيد الرئيس. عاود حكموا هذا، عاود حكموا، ولا بعتوا عن مرتو، بعتوا يا سيدي يروح عن مرتو، راح يداوي برا. ماذا بيك وش هو يقول؟ لا تاع الصح. ماذا بيك يا سيد الرئيس ويا سيد زرماطي يا وزير العداله؟ ماذا بيك؟ استغفر الله، يا حول ولا قوه الا بالله. راني حنهبل. ماذا بيكم تواسوا لونكات على هذا المدير تاع سيد الشيخ اللي قطع وهضر مع راشد الكاس وقال له باللي خدعوك في الدوسي، خدعوك في الملف طبي، صحاب قليعه خدعوك. المدير يقول ولا طباو يقولوا له لراشد، ويقول المدير خدعوه في القليعه بملف طبي مخدوع. يا سيد الرئيس نوصل لك، ديروا لنا حل بلادنا يا سيد الرئيس. حنا كنا حابين نخرجوا نحتفلوا، دوكا واش راح نديروا؟ واش راح يصير كي خرجتوا؟ واش راح يصير؟ واش راكم حابين عند الشعب الجزائري؟ واش راكم حابين في الجزائر؟ سلام. 6 mois avant de mourir, il m'a dit, Yaoulidi, s'il te plaît, je sais que je vais mourir.
معليش كاس ما زيرو طفي معليش كاس ما من فضلك. قال لي tu sais que pendant la guerre de libération j'étais avec ton oncle Djilali Ben Cheboub et on a ramassé de l'argent pour acheter des armes pour les Moudjahidines. Gali, ça me fait mal au cœur de voir l'Algérie dans cet état. Gali, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, fais-le. Fais-le pour l'Algérie. Donc j'ai mis 2 jours à répondre à mon père là, parce que ça m'a choqué. Il m'a dit, je sais que tu as une vie internationale, tu n'as pas le temps. Gali, mais s'il te plaît, je sais que je vais mourir. Essaie de faire quelque chose pour l'Algérie. C'est pour ça. J'ai répondu 2 jours après, رحت للسبيطار الله يرحمه مسكين وسهله. قلت له يا الحاج ما تعمرش راسك، ما نعرف والو في الجزائر. بصح والله واش نقدر نديرها والله لا درتها. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était le 27, c'était en janvier 2011, 6 mois avant son décès. Et j'ai commencé à lire. واش كان في الجزائر, la constitution, واش داروا الشهداء, واش داروا المجاهدين. Et d'être الوعد, j'ai donné une promesse à mon père. قلت له والله يا الحاج, je vais m'engager à fond. Je suis prêt à sacrifier ma liberté et ma vie. قلت له والله ما نخلي هذه الديكتاتورية يفسدوا الجزائر ويبيعوا ثروات على البلاد وما يخلوش المستقبل للشعب الجزائري. Donc voilà la promesse que j'ai faite. Et c'est pour ça que pendant ces 443 nuits, j'ai dormi après shahada à l'aise. J'ai dit يا الحاج راك تشوف بعينك راني في الحرس بصح الحمد لله. Je ne pleure pas. Je suis fier d'être ton fils. J'ai vu mon pays qui s'appelle la France. Lorsque j'ai vu mon pays qui s'appelle la France, je souhaite simplement que mon pays, avec le gouvernement actuel de M. Ayrault, ça c'est très important parce que, vous savez, je suis français. J'espère être à l'image des 3 premiers présidents de la République de la Ve République, c'est-à-dire De Gaulle, Pompidou et Giscard. C'est pourquoi je considère que cette élection présidentielle va, j'aimerais dire, mettre la lumière sur la réalité de notre pays, de pouvoir changer les choses, le quotidien, à la fois des élus et des citoyens français. Et du quotidien des Français. D'abord, le concret, c'est un gouvernement d'union nationale qui reprend la philosophie de ma campagne, c'est-à-dire mettre un gouvernement où il y aura des femmes et des hommes de gauche et de droite qui seront compétents et qui aimeront la France. Ça, c'est très important. Et qui aimeront la France. Ça, c'est très important. Et qui, de M. Ayrault, moi, j'aurais souhaité que mon pays, la France, fasse un peu ce qu'elle a fait lors de la deuxième guerre d'Irak. C'est mon pays, la France, mon pays, la France, mon pays, la France. Ce n'est pas être président qui compte, c'est être au service des Français.